En 1917, Victor Shklovsky a publié un article extrêmement important pour la science de la poétique. Ça s'appelait « L'art comme procédé ». Article publié dans le cadre de l'Opoiase, c'est-à-dire la Société d'études du langage poétique. Il y avait là des écrivains théoriciens comme aussi Brick, il y avait Roman Jakobson, Boris Eichenbaum, Tinianov, Vladimir Prop, etc. Shklovsky introduisait dans le champ des études sur la poésie et le champ littéraire en général et le champ artistique encore plus en général une rupture très importante vis-à-vis des grandes notions esthétiques traditionnelles, la forme, le style, etc., la signification. Il a nommé procédé de singularisation quelque chose qui rendait compte, en termes qui étaient à la fois, on pourrait dire, formels et matériels, formaliste et matérialiste, du travail artistique comme authentique pratique de transformation opératoire. Et ce que Shklovsky, dans cet article, disait sur Tolstoï, eh bien, il était possible, et il a été possible, de le développer ailleurs sur la question des images, sur Pudovkin, sur Dziga Vertov, sur Eisenstein, sur Esther Schub. Et Shklovsky, 10 ans après ce premier article, écrit un texte magnifique qui s'intitule « Poésie et prose au cinéma ». Mais ça, c'est en français, mais je ne sais pas lire le russe. Où il montrait, par exemple, comment la prose narrative... Vous prenez un film, vous prenez, par exemple, La mère de Pudovkin. À un certain moment, ce film, qui est un film donc narratif, à un certain moment qui est très intéressant d'ailleurs, puisque c'est le moment de la scène de lamentation. Il y a un mort et il y a une lamentation. À partir de ce moment, il se passe certaines choses dans ce film, dont je peux vous donner un petit aperçu comme ça rapidement. Il se passe quelque chose qui devient un art de la rime poétique, qui devient de la poésie, un cinéma de poésie. Une poésie d'images lyriques qui forme un chant, une sorte de chant de toute la fin du film. On pourrait dire des choses similaires avec d'autres films de cette époque, par exemple La Terre de Dovzhenko. Shklovsky lui-même évoque en particulier de plus le cinéma même de Dziga Vertov, qui est supposément un cinéma, disons, documentaire, mais dans la 6e partie du monde, il parle de ce film comme d'un véritable poème pathétique, construit sur des parallélismes formels, sur des rimes visuelles, des répétitions d'images, etc. De façon générale, Shklovsky considérait qu'un cinéma peut être dit de poésie à partir du moment où l'élément de composition, l'élément compositionnel, n'a plus pour fonction de faire simplement coexister des éléments de sens, des éléments sémantiques préalables, mais se donne lui-même comme l'élément sémantique fondamental et inconditionnel du film. Et il y a une très belle expression qu'il emploie, il parle d'une géométrisation des procédés pour obtenir cette espèce de, voilà, de poésie visuelle. À l'époque, dans les années 1920, il y a tout un tas d'artistes qui vont dans ce sens. Il y a bien sûr Vertov, par exemple, ou les Russes, mais il y a aussi en France Epstein, Jean Epstein, il y a René Clair, il y a Walter Ruttmann en Allemagne, il y a Moholy-Nagy, il y a Man Ray, etc. Et Shklovsky évoque ce qu'il appelle la polysémie
de l'image poétique et le halo qui lui sont propres. C'est-à-dire qu'il dit en même temps que les cinéastes de ce genre sont des personnes qui organisent de façon extrêmement précise leurs procédés, mais de façon à créer ce qu'il appelle un halo. Cela, c'était juste une introduction, et ma question, c'est qui a vraiment lu ces textes admirables de Chklovski en particulier? Qui les a lus dans les années 1960 et 1970 en Europe? On pourrait s'attendre que le grand lecteur de ça, ce soit Jean-Luc Godard. Mais c'est plutôt Pier Paolo Pasolini qui a été le grand lecteur de ces textes. Il y a une idée évidente qui serait qu'on pourrait établir un lien entre ce que je viens d'évoquer rapidement sur les dits formalistes russes et un Godard en tant que poéticien du montage, utilisant ce que j'appellerais des structures qui sont ensuite déconstruites. Et on pourrait se dire, ça c'est proche de Chklovski, et en revanche, Pasolini est plutôt un poète du cadrage, c'est un... Voilà. Et puis ce qu'il met en scène, ce ne sont pas des structures, ce sont des émotions. Donc on pourrait se dire, oui, Godard est plus proche de ça. Eh bien non. C'est pourtant l'auteur de La Ricotta, c'est pourtant Pasolini, qui reprenait très précisément les formalistes russes, qui repartait des formalistes russes, et notamment de Jacobson, pour construire sa propre notion d'un cinéma de poésie. C'est un article magnifique de 1965 que je ne vais pas commenter vraiment, mais lisez-le, c'est très très beau. Là où, donc, le texte de Pasolini, cinéma de poésie, je pense qu'il est difficile à lire là, mais je vais vous en parler un tout petit peu. Et là où l'auteur du mépris, c'est-à-dire Godard, a très longtemps ignoré ce problème et ne revient par exemple à Jacobson que très tardivement, ici, dans ce que je vous montre à droite, dans Film Socialisme, où il fait référence à Jacobson. C'est dès 1971 que Pasolini en Italie publiait chez Garzanti la collection des textes formalistes sur le cinéma, avant de les rééditer en 1974, traduisant donc aussi les essais stylistiques de Chklovski. Et vous savez que Pasolini a fait ses études à la fois de littérature et d'histoire de l'art, notamment avec Longhi, des études d'histoire de l'art, où un des auteurs principaux, c'était un poéticien qui était Erich Auerbach, le poéticien spécialiste de Dante. Donc voilà, c'est la formation de Pasolini, où évidemment Pasolini rend aux formalistes russes un très très grand hommage. Il appelle même le formalisme russe antico, innocente, candido, bellissimo. Antique, innocent. Le formalisme russe était innocent, c'est très très beau. C'est un adjectif très important pour Pasolini, l'adjectif innocent. Pasolini aimait chez les théoriciens russes le fait qu'ils soient justement des gens qui cherchent dans les œuvres ce qui les fait tenir, ce qui les fait fonctionner, sans jamais ignorer ce que tout poète sait parfaitement, c'est, je le répète, je viens de le dire, la procédure doit être précise, mais elle doit être précise pour maintenir une sorte d'incertitude fondamentale que le poète cinéaste appelait à ce moment-là, le poète cinéaste, c'est-à-dire Pasolini, il senso sospeso, le sens suspendu. Je répète, je ne vais pas analyser le texte de Pasolini sur le cinéma de poésie, bien qu'il soit derrière moi comme une base, et le livre que tu as très gentiment évoqué sur le Grisou, voilà, est un livre où il est question de cet article sur le cinéma de poésie. Donc là, j'essaie de faire un pas un peu plus.
Mais ce qui est frappant, je reviens à Godard, c'est que pratiquement tous les problèmes traités par Pasolini dans son texte de 1965 sur le cinéma de poésie étaient et demeurent au cœur de la pratique de Godard, de la pratique cinématographique de Godard. Pourquoi alors, c'est la question que je vais poser, Godard a-t-il manifesté une telle résistance à ces problèmes? Pourquoi même y a-t-il de l'hostilité, un peu trouble, vis-à-vis de ce puissant univers poétique, théorique? Je dirais, c'est un peu vague là pour dire ça ce soir avec clarté, schlegelien, Schlegel, les romantiques allemands, les gens qui sont à la fois extrêmement poètes et extrêmement philosophes. Il m'arrivera peut-être de revenir souvent à cette référence à Schlegel et à ses aphorismes sur la poésie qui sont extrêmement importants. Mais en fait, vous voyez, le rapport entre Pasolini et Godard peut se résumer un petit peu à ce qui est dit en 1967 dans les Cahiers du cinéma. Les Cahiers du cinéma interrogent Godard. Que pensez-vous de l'apport de la linguistique dans l'étude du cinéma? Godard répond. J'en discutais tout à l'heure, justement, à Venise, avec Pasolini. J'avais besoin de parler avec lui parce que, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas lire. Ou en tout cas, pas ce que les gens comme lui écrivent sur le cinéma. Je trouve ça tout à fait inutile. Que ça l'intéresse, lui, Pasolini, de parler de cinéma de prose ou de cinéma de poésie, d'accord. Mais quand il s'agit de quelqu'un d'autre, si j'ai lu son texte sur le cinéma et la mort, paru dans les Cahiers, c'est parce que c'est un texte de poète et qu'il y parle de la mort. C'est donc beau, c'est beau, comme est beau le texte de Foucault sur Velázquez. Mais je vois mal sa nécessité. D'autres choses seraient également vraies. Si je n'aime pas tellement Foucault, c'est parce qu'il nous dit à telle époque, les gens pensaient ceci ou cela, et puis à partir de telle date, on a pensé que... Moi, je veux bien, c'est toujours Godard qui parle, mais est-ce qu'on peut en être aussi sûr? C'est justement pour ça que nous tentons de faire des films, pour que les Foucault futurs ne puissent pas affirmer de telles choses, avec autant de présomption. Sartre n'échappe pas non plus à ce reproche. Voilà. Alors les Cahiers, les gens des Cahiers, lui. Et que vous a répondu Pasolini? Et Godard répond que j'étais un con. Fin de citation. Voilà le rapport. Mais un rapport très fort. C'est un rapport de deux frères. Ils sont comme des frères. Mais antipodes, vous savez, de chaque côté. Ce sont deux pôles d'intensité maximale, tous les deux très radicaux, mais inverses. Entre les deux, ça chauffe très très fort. Et on peut dire qu'à la fois les deux sont absolument liés l'un à l'autre. D'ailleurs, historiquement, ils sont liés. Il y a beaucoup de liens concrets. Ils sont liés et ils s'engagent malgré tout toujours dans un mouvement de déliaison. Ils essayent sans arrêt de se délier l'un à l'autre, polémiquement. Au cours de cet entretien de 1967 que je viens de citer, Godard se comporte en fait comme un sophiste. Et autrefois, justement, à l'époque romantique, Schlegel avait dit « Un artiste doit absolument être philosophe à condition de ne pas être un sophiste ». Mais là, il est clair, pour moi en tout cas, que Godard se comporte comme un sophiste. C'est-à-dire qu'il utilise tous les arguments possibles contre Pasolini, même si ces arguments se contredisent entre eux. Pour moi, c'est le signe d'un malaise. Ce malaise peut même aller jusqu'à la mauvaise foi. Godard est assez capable de mauvaise foi. En tout cas, quelque chose de l'ordre de l'inquiétude. Vous savez, Godard aime depuis toujours. Il joue au tennis et il aime le tennis. Et pour lui, les choses du monde sont comme une partie de tennis. La question est de savoir qui est le maître.
Alors voilà comment il procède dans ce que je viens de lire, si on regarde un peu plus précisément. Il commence par être d'une fausse, mais d'une grande modestie. Je ne sais pas lire. Sous-entendu, je ne sais pas lire aussi bien que lui. Et puis tout à coup, cette modestie vire au mépris. Je trouve ça tout à fait inutile. Il part de quelque chose qui est de l'ordre de l'admiration. C'est beau, hein, le texte de Pasolini sur la mort, qui est d'ailleurs un texte sur le montage. C'est très beau. Mais ce texte, cette admiration vire à un sentiment négatif, que j'appellerais de la condescendance. Je vois mal la nécessité. Ça sert à rien. Et puis ça s'adresse en plus à Foucault, le pauvre Foucault. Qu'est-ce qu'il a fait là? Et ça veut dire aussi que Godard, qui lui-même se pose et se posera, et légitimement, hein, là je ne le critique pas, il se pose en philosophe et il se pose en historien, à part d'être un cinéaste. Que Godard fait des films pour contredire tous les philosophes et tous les historiens professionnels. Je note, c'est une parenthèse, on pourrait en discuter, qu'il calque son attitude exactement sur celle autrefois d'André Malraux, qui avait fait par exemple une gigantesque histoire de l'art sans jamais citer un seul autre historien de l'art et en les méprisant toute la discipline de l'histoire de l'art. Voilà. Si je considère la situation avec ce dialogue en termes d'une sorte de rivalité, alors je peux dire que Godard, en effet, il est entré dans une rivalité et que dans cette rivalité, il a beaucoup à faire, il a fort à faire, comme on dit en français, sur le double front de la poésie et de la théorie. Sur le front de la poésie, Godard est quelqu'un qui poétise. Et il commence son livre, je crois que c'est JLG par JLG, par une citation d'ailleurs approximative, hein, il cite mal un très célèbre poème de Baudelaire. Godard poétise en recadrant, en redisposant d'innombrables citations d'autrui. Mais il affronte, il est en face de quelqu'un qui est le poète par excellence. Ce que je vous montre, c'est les deux ouvrages, les deux tomes de l'édition de Walter City. Il y a 4000 pages sur papier Bible de poèmes inventés par Pasolini. Sur le front de la théorie, Godard a coutume de bricoler des idées virtuoses dans des contextes le plus souvent journalistiques, d'entretien ou d'articles d'humeur, et aussi d'humour d'ailleurs, et c'est toujours très très efficace, hein, très intéressant. Mais il affronte chez Pasolini quelqu'un d'extrêmement sérieux qui publie un livre entier, Empirismo Eretico, avec tout le sérieux des références théoriques, etc. Là où Pasolini a le courage de lire, par exemple, Umberto Eco ou Barthes ou Christian Metz et de les contester, ces gens-là, sur leur propre terrain d'élaboration théorique. Ce n'est pas du tout l'attitude de Godard. Godard n'a pas cette modestie et cette patience. Godard travaille avec hauteur et joie, une certaine joie, mais aussi un certain mépris, comme l'indique le titre de son film. Shklovsky avait donc analysé cette idée de cinéma de poésie à travers le récit de la mère de Pudovkin. Eh bien, Pasolini, dans son propre article, dont je répète que je ne vais pas le commenter, et même je vais ne pas trop le citer pour ne pas être trop long ce soir, Pasolini fait un petit peu la même chose que Shklovsky, c'est-à-dire qu'il donne des exemples. Il cherche des exemples, et il cherche des exemples dans un petit peu la même période
des films cités par Shklovsky. Il cherche d'abord les primitifs de l'avant-garde des années 1920-1930. Donc il cite par exemple Un chien andalou de Luis Buñuel. Il cite les grands classiques que sont à ses yeux non seulement Chaplin, mais encore Mizoguchi, Chaplin comme poète, Mizoguchi, Bergman, et puis évidemment le Socrate du cinéma contemporain, c'est-à-dire Rossellini. Et puis, dans sa grande honnêteté intellectuelle, Pasolini cherche dans ses propres contemporains des exemples de cinéastes poètes. Les exemples qu'il donne, ce sont Glauber Rocha, Miloš Forman, Antonioni, Bertolucci et Jean-Luc Godard. Donc Jean-Luc Godard, dans l'article de Pasolini sur le cinéma de poésie en 1965, Jean-Luc Godard, c'est un des exemples de cinéastes poètes. Pasolini l'accueille donc dans son univers d'intelligibilité esthétique, et par là, il marque qu'il est un allié de Godard, ou que Godard représente ce qui peut se faire aujourd'hui comme cinéma de poésie, une des possibilités. C'est donc un allié. Et je répète qu'ils sont liés de façon extrêmement précise, puisque par exemple, ils collaborent tous les deux à des entreprises de films italiens à sketch, comme ça existait dans les années 60. En 1963, il y a le film intitulé Rogopag. Pasolini fait pour cela La Ricotta, et Godard un film qui s'intitule Le Nouveau Monde. Et puis en 1969, un autre film à sketch qui s'intitule Amore e Rabbia, pour lequel Godard donne un film intitulé L'amour, et Pasolini La Sequenza del Fiore di Carta. En 1967, Pasolini écrit à Godard pour lui dire à quel point il a trouvé bellissima, très belle, son film, sa chinoise, son entreprise cinématographique. Et puis, il dit, c'est très beau, mais tout de suite, il marque cette espèce je dirais, d'honnêteté critique. Il dit, oui, je trouve très belle ta chinoise, mais dans ton film, il y a, dit-il, une religion discutable et perverse. Une religion discutable et perverse. C'est une allusion au maoïsme à la française de Jean-Luc Godard, mais c'est un film dans lequel jouaient Jean-Pierre Léaud et Anne Wiazemski, et les deux acteurs, Pasolini va les reprendre dans son propre film Porcherie. Godard va répondre avec un même désir de proximité, mais un petit peu teinté de, vous savez, dans tous les milieux sociaux, et en particulier dans le cinéma, il y a toujours un peu de paranoïa. Alors, la lettre de Godard, je vous la cite. « Je suis bien triste de ce que votre aimé, c'est-à-dire Ninetto, m'a dit, il y a quelques jours au téléphone, que Oedipe Roy était mal accueilli en Italie et que Benny, le producteur, avait failli perdre courage. » Et Godard continue. « Soyez sûr en tout cas que je n'ai fait aucune déclaration à aucun journal italien sur votre film. Si j'en avais fait une, vous voyez, il commence à être compliqué, elle aurait été la suivante. 2 points. Si, il y a encore un deuxième, si j'ai été un peu déçu en voyant ce film pour la première fois, c'était que je me croyais en avance sur lui. En fait, Oedipe était parti derrière moi, de loin, de profond, et maintenant, je sens qu'il me dépasse lentement, piloté par l'esprit joyeux de Ninetto, qu'il est déjà loin devant moi, se rendant au bal costumé de l'histoire, retrouver Marx, Freud et Toto. Camarades et amis, à bientôt, cher Pasolini. Donc,
Je suis un peu ironique avec le côté paranoïaque, mais en même temps, on voit dans cette lettre quelque chose de très honnête aussi, je pense. Hein. Il dit qu'il a deux sentiments contradictoires. Dans le même temps où Pasolini a voulu, notamment dans cet article Cinéma de poésie, accueillir Godard sans se priver non plus de le critiquer avec précision sur certains aspects de son cinéma, là où Pasolini est allé jusqu'à publier chez Garzanti une collection des écrits de Godard traduits, le livre s'intitule Il cinema è il cinema. C'est-à-dire tenir compte de cette existence du cinéma de Godard. Godard, de son côté, va engager un processus étrange de volte-face où il voudra à la fois provoquer Pasolini dans une sorte de duel, un duel au centre duquel il y a cette question des relations entre le cinéma et la poésie, et puis, bien sûr, entre cinéma, poésie et la question de la politique. Et non par hasard, tout va se focaliser sur la question du montage. Le montage. Ici, je vous montre un plan des histoires du cinéma. La question du montage qui est justement le point névralgique de la poétique de Jean-Luc Godard. En 1967, pour les Cahiers du cinéma, il y a un grand entretien où Godard, de façon vertigineuse, très, très intelligente, mais en même temps assez déconcertante, mais très significative sur à la fois ses présupposés théoriques et sa volonté de chercher quelque chose à Pasolini, il va passer donc, je vais vous lire aussi un long texte, du montage tel que selon lui il est mal pratiqué par les cinéastes normaux. Alors le montage mal pratiqué, lié selon lui à une technique mal conçue. Au fond, il dit les tables de montage aujourd'hui, elles sont conçues par des gens qui ne savent pas faire de cinéma. Donc, c'est des mauvaises tables de montage. Donc, au départ, la réflexion est intéressante hein, sur les relations entre des choix techniques et des conséquences esthétiques. C'est un peu benjaminien d'ailleurs. Mais il va très très loin puisque finalement, cela va aboutir à dire Pasolini, toi tu utilises des tables de montage qui ont été fabriquées par des réactionnaires, donc ton cinéma est réactionnaire. Je vous lis le texte parce que sinon vous ne me croiriez pas. Godard. Ainsi, on le voit un peu si vous arrivez à lire, mais bon, je vous le lis. Ainsi, je me suis récemment acheté une table de montage et j'ai vu que tous les problèmes étaient mal posés. Elles sont fabriquées par des gens qui, justement, ne font pas de montage. Je la garde en espérant, quand j'aurai plus d'argent, me la faire refabriquer fonctionnellement. Et les Cahiers du cinéma lui demandent « Mais en quoi est-elle mal conçue ?» Godard répond « Les tables de montage sont fabriquées en fonction d'une certaine esthétique. On les a toujours considérées comme de petits appareils de projection. Cela convient à des gens pour qui le montage consiste à faire des marques crayon en main. Le metteur en scène se pointe le lundi matin et il dit à la monteuse de faire des coupes et de coller. La monteuse enlève le film de l'appareil et fait à une autre table de travail le travail commandé, ou le fait même de son propre chef. De toute façon, le montage se fait à côté. Ça veut dire le montage ne se fait pas au centre de la pratique cinématographique et c'est là que ça ne va pas. Mais là où le texte se développe bizarrement,
C'est ça. De toute façon, donc, le montage se fait à côté. Cela, finalement, c'est encore un simple truc économique qui témoigne d'une idéologie. Si les tables sont fabriquées ainsi, c'est que les trois quarts des monteurs avaient pris l'habitude de monter d'une certaine façon. Et après tout, personne n'a jamais dit aux fabricants de tables de travailler autrement. J'ai pris l'exemple du montage, mais c'est partout pareil, hein. Si on fait du cinéma révolutionnaire et qu'on emploie une table de montage inventée par des réactionnaires, les choses clochent obligatoirement. C'est ce que je reprochais à Pasolini. Alors, tout à coup, Pasolini arrive. Là. Sa linguistique, c'est-à-dire toujours le même problème, hein, son empirismo heretico, son rapport à la question prose-poésie. C'est ce que je reprochais à Pasolini. Sa linguistique, c'est une belle table de montage réactionnaire. Fin de citation. Vous voyez que ça se durcit. Hein. Et donc, il y a une sorte de logique fatale. C'est une logique qu'on retrouve à plusieurs niveaux chez Godard. Et il a tendance à se sentir dans une fraternité avec quelque chose ou quelqu'un. Cette fraternité devient rivalité et cette rivalité devient hostilité. Ça s'appelle l'identification chez Freud, tout simplement. Et c'est de cette façon que Godard va passer de son désir de provoquer Pasolini à un désir finalement, à une façon de l'exclure, de l'ignorer. Je vous donne quelques exemples. Jean-André Fieschi, qui a fait un très beau film sur Pasolini, lui demande il lui dit ce sont des poètes, hein, Aragon ou Pasolini, qui comprennent le mieux le cinéma aujourd'hui. Et Godard lui répond, ils n'ont pas besoin de le connaître et surtout, ils n'ont aucun besoin de se situer par rapport au cinéma, à son histoire. C'est-à-dire qu'il dit, on lui propose Pasolini, il répond, ça n'a rien à voir avec le cinéma. On lui pose la question des écrivains cinéastes. Et on lui propose Pasolini. Il répond non, c'est plutôt Pagnol, Cocteau, Sacha Guitry, Duras. C'est-à-dire qu'il referme les choses sur les Français. En 1980, il y a tout ce grand livre qui s'intitule Introduction à une véritable histoire du cinéma, qui est la grande préparation du chef-d'œuvre Histoire du cinéma. Il n'y a aucun exemple de Pasolini. À la fin, dans le film, bien sûr, il y aura un, mais dans la préparation du film, il n'y a pas Pasolini. En 1997, Alain Bergala lui pose une question sur les rapports entre histoire et cinéma, et Bergala fait référence à Pasolini. Et très clairement, Godard évite la question et il répond avec Charles Péguy. Là encore, il se replie sur la France. Et puis, bien sûr, il y a une immense dette évidente de Godard à l'égard de Pasolini. Cette dette, merci beaucoup, cette dette, c'est le fait que dans l'Arabia, 1962, ou dans la Sequenza del Fiore di Carta, on a des procédures cinématographiques qui seront mises en place bien plus tard dans les histoires du cinéma. C'est-à-dire, ici, la Sequenza, avec les surimpressions de bandes d'actualité, ou bien sûr, dans l'Arabia. C'est un peu retors, comme vous le voyez, et ça a l'air pas très intéressant, une chose de détail, mais ça indique une sorte de dialogue entre deux personnalités, évidemment, toutes les deux fondamentales du cinéma. Comment répond Pasolini ? Pasolini, en fait, il avait déjà répondu
et d'une façon assez cohérente et tranchante, en dépit du paradoxe qui consistait d'un côté au fait qu'il rendait hommage au cinéma de Godard en tant que cinéma de poésie. Pasolini dit que oui, Godard est un cinéaste poète, et d'un autre côté, a repéré donc chez Godard des travers, des défauts, des choses qu'il n'aime pas du tout, et qui sont aussi, je le rappelle juste comme ça en passant, les mêmes défauts que Schlegel au XIXe siècle fustigeait chez des poètes de pure virtuosité ou chez des philosophes de pure sophistique. Je vous lis à nouveau une longue citation qui vient du texte Le cinéma de poésie de Pasolini, et où il est question de Godard, et vous verrez, il y a des moments un peu difficiles à comprendre, mais je vais essayer, si possible, de les éclairer. Dans la culture de Godard, il y a quelque chose de brutal, et peut-être même de légèrement vulgaire. Il ne conçoit pas l'élégie, car, en tant que Parisien, il ne peut être touché par un sentiment aussi provincial et paysan. Donc là, vous comprenez, ça va. Il est tout à fait post-impressionniste, ça c'est un peu plus... et ne possède en rien cette vieille sensualité croupissant dans l'air conservatrice, marginale, paduo-romaine, même si elle est très européanisée comme chez Antonioni. Godard ne s'est imposé aucun impératif moral. Il ne ressent ni la normativité de l'engagement marxiste, c'est pour lui de l'histoire ancienne, ni la mauvaise conscience académique, c'est provincial. Sa vitalité ne connaît ni retenue, ni pudeur, ni scrupule. C'est très beau, hein? C'est très... Elle, cette vitalité, se reconstruit en elle-même. Non, pardon. Elle reconstruit en elle-même le monde. En outre, là c'est différent, elle est cynique envers elle-même. La poétique de Godard est ontologique. Je reviendrai là-dessus. Elle se nomme cinéma. C'est pour ça que le livre Pasolini avait donné pour titre des écrits de Godard « Il cinema è il cinema ». Godard met tout de front sur un plan d'égalité. Le discours indirect libre, donc ça je ne vais pas y revenir, c'est quelque chose sur quoi Pasolini s'intéresse, lui servant de prétexte est une systématisation sans détour et sans différenciation de 1000 détails du monde, sans solution de continuité, montée avec l'obsession froide et presque satisfaite, typique de son héros amoral. Ailleurs, il critique vous savez, l'Alfa Romeo rouge, la bourgeoise, d'une désintégration recomposée à travers ce langage inarticulé. Là, une phrase qui va demander qu'on l'explique. Godard manque complètement de classicisme, sans quoi on pourrait parler dans son cas de néo-cubisme, mais on peut parler d'un néo-cubisme non tonal. Bon, là c'est incompréhensible au départ, mais je vais essayer de vous expliquer. Sous les histoires de ces films, ce sont les longues subjectives indirectes libres qui miment l'état d'âme des héros, se glissent immanquablement à un film fait pour le pur plaisir de restituer une réalité brisée par la technique et reconstruite par un Braque, le peintre Braque, un Braque brutal, mécanique et discordant. Fin de citation. Essayons de comprendre un peu. Qu'est-ce que c'est ce quelque chose de brutal et peut-être même de légèrement vulgaire que Pasolini trouve dans le cinéma de Godard? On peut répondre de façon anecdotique vis-à-vis du côté parisien et même parisianiste, c'est-à-dire snob du cinéaste, c'est-à-dire cette forme bourgeoise et arrogante de la culture à laquelle Pasolini oppose la mélancolie padoane d'Antonioni
la mélancolie ferrarese de Giorgio Bassani, et on pourrait même aller jusqu'à Manuel de Oliveira, pourquoi pas, dans cette... voilà. Plus fondamentalement, ce qui est mis en cause chez Godard par Pasolini revient de façon philosophique à ce qui bien plus tard va apparaître chez un philosophe comme Alain Badiou comme l'éloge ultime au cinéma de Godard, à savoir un cinéma ontologique. Comme si l'être de cette ontologie n'était rien d'autre que le cinéma lui-même. Alors c'est pour ça aussi que Pasolini a intitulé lui-même le recueil « Il cinema è il cinema ». La vulgarité de Godard, si on peut parler de vulgarité, est éprouvée par Pasolini comme la vulgarité de l'arrogance. L'arrogance comprise elle-même comme une prétention ontologique. Prétendre dire ce qu'est le cinéma ou faire un cinéma qui dit ce qu'est le cinéma, pour Pasolini, mais je vous dirais que pour moi aussi, d'une certaine façon, c'est arrogant. Un cinéma qui serait donc, premièrement, autoréférentiel, qui déploie ses jeux de langage et d'image pour mieux les reclore sur un acte de tautologie. Le cinéma, c'est le cinéma, point. D'un autre côté, un cinéma qui est surplombant, qui déploie des jeux de langage et d'image pour mieux les dominer par un acte de métalangage. Il y a donc autoréférentialité et tautologie, mais il y a aussi une façon de regarder les choses de très haut et donc de développer un métalangage. Donc, dans le premier cas, le cinéma, c'est le cinéma. Dans le deuxième cas, eh bien, le cinéma, c'est le cinéma du cinéma. Vous voyez ? La poésie de la poésie. Et la poésie de la poésie, c'est aussi un thème des romantiques allemands. Mais dans les romantiques allemands, chez Schlegel en particulier, on parle de la poésie, une poésie qui arriverait à être la poésie de la poésie. Mais chez Schlegel en particulier, il y a quelque chose de très important, qui est très important pour Pasolini. C'est qu'il ne peut y avoir une telle poésie qu'à partir de la poésie du peuple. Ce que les romantiques allemands appelaient la poésie naïve, notamment ce magnifique texte de Friedrich Schiller qui s'intitule « De la poésie naïve et sentimentale ». Chez Godard, il n'y a pas, ou disons qu'il y a peu de poésie naïve. Il n'y a pas cette mémoire provinciale, c'est un mot que Pasolini adore, provincial, et ça ressemble aussi au mot provençal, le mot des troubadours. Il n'y a pas chez Godard cette mémoire provinciale de la langue à laquelle Pasolini, depuis le Frioul jusqu'à Naples, les banlieues de Rome, l'argot, n'a jamais cessé de revenir. Godard lui-même se plaint, au début de la lettre à Freddy Buach en 2001, il se plaint de toujours parler sur. Il a conscience, Godard, qu'il ne parle pas avec, de, direct. Il parle presque toujours sur. Et Pasolini, de son côté, prenait acte d'une sorte de scission chez Godard, la scission qui est précisément indiquée par ce mot. Mais je parle toujours sur, je fais un cinéma sur le cinéma, je fais de l'histoire sur l'histoire, etc. Et Pasolini, à l'époque même où il parlait, il y avait ce magnifique livre de Harald Weinrich qui s'intitule « Le temps, le récit et le commentaire », où il est clair qu'un monde qui est raconté, ce n'est pas la même chose qu'un monde qui est commenté. Il est clair ici que Pasolini raconte et que Godard commente. Pasolini pensait, sans doute, qu'il n'existe pas de métapoème. Vous faites un poème ou bien vous ne le faites pas, mais vous ne faites pas un métapoème. C'est un grand débat.
Je note par juste coïncidence de, de date que la même année où Pasolini écrit ceci, Jacques Lacan, exactement la même année, avance qu'il n'y a pas de métalangage, puisque nul langage ne saurait dire le vrai sur le vrai, et puisque la vérité se fonde sur ce qu'elle parle, et qu'elle n'a pas d'autre moyen pour se faire, Jacques Lacan donc excluait, et c'était tout son débat avec la pensée logico-positiviste, Lacan prétendait qu'il n'y a pas de métalangage sur un plan philosophique ou psychanalytique. Mais en tout cas, Pasolini, lui, il l'affirme sur un plan qui est immanent à la poésie et aussi immanent à la politique. Il n'y a pas de métapoème. Cela veut dire qu'il n'y a pas de discours qui vaille pour parler unilatéralement au nom d'autrui. Je ne peux pas parler au-dessus des ouvriers ou du lumpenprolétariat. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser Ninetto faire ce qu'il veut dans la rue. Là, il parle lui-même sa propre poésie. Laissons bouger Ninetto comme il l'entend, comme il sait si bien le faire. Ne lui demandons pas d'exécuter tel ou tel geste prévu longtemps à l'avance, et laissons-le de la même façon parler dans les écarts de son italien traversé de dialectes. Cela veut dire pour Pasolini, en termes sémiologiques, si on peut dire, qu'un geste du corps ou un élément de la réalité en général ne sont pas métapoétisables, ils ne sont même pas traduisibles au cinéma. Ils sont comme des phonèmes. Parce que la caractéristique principale des phonèmes, c'est Pasolini qui le dit, c'est l'impossibilité de les traduire. On peut traduire des phrases, mais pas des phonèmes. Chez Godard, il n'y a pas vraiment de poésie naïve. Il y en a chez Chaplin, il y en a chez Dovzhenko, il y en a chez Jean Rouch, chez Glauber Rocha, chez Parajanov, chez Pasolini, bien sûr. Mais chez Godard, il y a plus la traduction ou la déconstruction de ce genre de poésie. Est-ce que la langue naïve a disparu? Est-ce qu'on peut vraiment détruire jusqu'au bout une langue vivante? Godard pense que oui, et Pasolini pense que non. Grosso modo, Godard ne croit pas aux survivances, parce que pour lui, elles sont par essence conservatrices et donc anti-révolutionnaires. Alors que Pasolini, au contraire, il croit tellement aux survivances qu'il y trouve tous les éléments d'une authentique énergie révolutionnaire. C'est ça leur vrai débat. Voilà pourquoi Godard pense qu'il est illusoire de laisser parler les opprimés. Ça, c'était un grand débat à l'époque politique en France. Il y a notamment un débat entre Godard et Marine Karmitz, qui avait fait un film intitulé Camarades en 1970. Et de façon très, d'ailleurs, très intelligente, Godard disait, mais ça ne sert à rien de laisser parler les opprimés. Il faut parler pour eux. Il faut parler, voilà, il ne faut pas... Alors Pasolini, lui, exactement au contraire, il pensait que traduire le langage, par exemple du lumpenprolétariat, de la ricotta, vous savez que le héros de la ricotta, il s'appelle Stracci. Stracci, ça veut dire les haillons, les guenilles. Pasolini pensait au contraire que traduire le langage de ces gens, le surplomber par un métalangage, quel qu'il soit, même s'il est beau, constituait une faute éthique et politique. On a là deux cinéastes qui sont évidemment du même côté de la barrière, si vous voulez, mais en même temps, qui n'ont pas du tout la même façon de voir l'efficacité politique. Le fait qu'un prolétaire, c'est Pasolini là qui parle, que le fait qu'un prolétaire puisse parler comme Hegel,
Vous avez chez Bertolucci ou vous avez chez Godard, Roland Amstutz par exemple dans Nouvelle Vague, je crois, il s'avance et puis au lieu de parler comme un prolétaire, ben, il déclame du Hegel ou du Rilke. Voilà. Cela signifiait aux yeux de Pasolini que l'avant-garde cinématographique cherche de façon arrogante à unifier le langage et oublie du coup de respecter la véritable langue de l'autre. Et c'est cela que je vais éclairer quelque chose aussi qui vous a peut-être semblé bizarre. Quand Pasolini dit « Godard manque complètement de classicisme », cela ne veut pas dire qu'il aurait souhaité un Godard respectant mieux les règles académiques du langage. Cela veut dire exactement le contraire. Pour des gens, des historiens de l'art comme Roberto Longhi, son maître, ou comme Aby Warburg, le mot classique ne veut pas dire respecter les normes. Pas du tout, ça veut dire même le contraire. Le mot classique, notamment chez Warburg, désigne le lieu où se passent toutes les instabilités formelles, toutes les inquiétudes sémantiques. C'est pour ça que Pasolini aime les classiques, Boccaccio, Masaccio, et puis jusqu'à Caravage ou la tragédie grecque. C'est classique, mais c'est le lieu par excellence des confrontations, des conflits, des tensions. Et c'est là, dans le classique, ainsi entendu, que Pasolini voyait les principes mêmes d'une transgression anachronique des langages figés par le conformisme des temps présents. Il est évident qu'une tragédie grecque, elle n'est pas conformiste autant qu'une tragédie française du XVIIe siècle, bien sûr. Alors, pour Pasolini, c'est le présent qui est conformiste. Pour Godard, c'est le passé qui est conformiste. Quand Godard cite une phrase ou une forme ancienne, c'est pour dire qu'elle est obsolète. C'est pour déconstruire l'autorité de cette phrase ancienne. Pour Pasolini, citer une phrase du passé, c'est faire réentendre son énergie survivante, comme lorsqu'il cite du Dante ou du Boccaccio. L'énergie de quelque chose qui n'a pas voulu mourir, par exemple le dialecte napolitain, par exemple certains gestes chez Giotto, ou chez Pontormo, ou chez Caravage. Maintenant, j'explique cette expression très très bizarre, le néo-cubisme non tonal. Comme je l'ai cité, je dois l'expliquer. Alors, peut-être que ça veut dire la chose suivante. Godard construit et déconstruit. Quand il construit quelque chose, il le déconstruit. Et ça évoque évidemment le cubisme au sens où le cubisme serait une déconstruction de l'espace, par exemple perspective, etc. Des brisures et des discordances créées par les montages de Godard, donc comparables aux déconstructions cubistes de l'espace pictural au début du XXe siècle. Voilà, ça pourrait être néo-cubisme. Mais pourquoi non tonal? Eh bien, justement, parce que les cubistes, que ce soit Picasso ou Braque, mais aussi Mondrian, les cubistes accompagnaient constamment cette déconstruction structurale d'une tonalité. Vous voyez bien tout autour ce qui se passe autour de ce tableau de Mondrian. C'est une aura, c'est complètement auratique, c'est atmosphérique, c'est vibrant. Eh bien, tout cela, cette tonalisation, cette tonalité, Pasolini considère qu'elle est absente du langage de Godard. Pourquoi il y aurait une absence de tonalité chez Godard? Eh bien, peut-être c'est une piste, c'est une hypothèse. Peut-être parce que Godard ne s'intéresse pas tellement, ne va pas jusqu'au bout dans l'affirmation de la durée phénoménologique des plans.
Godard, même dans son fameux texte sur le montage, mon beau souci, il dit très clairement qu'il faut des plans très brefs. Donc Godard est à l'opposé de ce qu'on trouve chez Pasolini, mais aussi de ce qu'on trouve plus tard, je ne sais pas, chez Angelopoulos, chez Manuel de Oliveira, chez Bellatar, c'est-à-dire la durée du plan. Pourquoi il ne va pas jusqu'au bout dans la durée du plan? Parce qu'il a besoin d'être sûr, à côté, en biais, faire une pirouette, etc. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il vise un métalangage. Godard vise un métalangage. Et Pasolini reconnaît chez Godard la magnifique vitalité, cette vitalité de Godard qui ne connaît ni retenue, ni pudeur, ni scrupule, mais en même temps, il reconnaît, chose que je suis assez d'accord aussi, que ce cinéma devient cynique envers lui-même. S'il n'y a pas de poésie naïve, il n'y a pas d'innocence non plus. S'il n'y a pas d'innocence, on devient cynique. Alors Godard serait un cinéaste de poésie que la poésie ne satisfait pas jusqu'au bout. C'est un cinéaste de poésie qui veut faire encore autre chose que de la poésie, encore plus, qui veut démontrer, il fait un poème visuel, mais il veut en plus démontrer quelque chose, en plus étonner quelqu'un, en plus amuser quelqu'un, en plus persuader quelqu'un. Je dis tout cela parce que je trouve dans Baudelaire, dans un projet de préface aux Fleurs du Mal, cette phrase « Je n'ai désir ni de démontrer, ni d'étonner, ni d'amuser, ni de persuader ». Alors il faudrait discuter, il y a un très beau dialogue entre Youssef Ishaqpour et Jean-Luc Godard qui s'intitule Archéologie du cinéma et Mémoire du siècle, dans lequel Ishaqpour compare en fait Godard à un Baudelaire comme le cinéaste de la modernité. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que pour Godard, comme pour Baudelaire, il faut que cette modernité soit digne de devenir antiquité? Parce que l'antiquité préoccupe évidemment beaucoup quelqu'un comme Pasolini. Qu'en est-il de Godard? Dans un article intitulé « La fin de l'avant-garde », Pasolini émettait l'hypothèse d'une crise dans la notion d'engagement politico-poétique, dans le fait que l'avant-garde se développe comme une protestation anti-verbale, qu'elle se développe comme une autodestruction de la volonté artistique elle-même. Pasolini, comme vous le savez, détestait la littérature, l'art pour l'art, la littérature pour la littérature, le cinéma pour le cinéma. En 1970, dans son article dont vous avez une image là, le cinéma impopulaire, il critique chez Godard et également chez les Straub, et il critique avec exagération, chacun était excessif, il critique ce mélange d'autoréférentialité et de métalangage qui, pour lui, est quelque chose d'impuissant et qui s'apparente, dit-il, à une pratique sadomasochiste. C'est en effet exagéré. Mais ce qu'il reproche plus fondamentalement aux artistes du cinéma pour le cinéma, au cinéma de cinéma, c'est qu'ils sont dans un mouvement de transgression perpétuelle qui finit par oublier contre quoi cette transgression s'oppose. Il donne l'image de quelqu'un qui va tellement loin dans le champ de bataille qu'il se retrouve chez les ennemis. Il a oublié où est-ce qu'il fallait se confronter. Et cette transgression excessive qui a oublié la ligne de confrontation, c'est ce qu'il trouve à la fois chez quelqu'un comme Godard et aussi chez quelqu'un comme Andy Warhol. Pasolini va répondre ainsi aux propos désobligeants de Godard sur la table de montage réactionnaire.
au moment même où il publie donc les écrits de Godard chez Garzanti, Pasolini répond à Godard sur son accusation de bureaucrate. Godard l'accusait d'être un bureaucrate, ce qui est quand même extraordinaire. Et là, pourquoi Godard l'accuse de bureaucrate? Parce qu'il utilise des théories, notamment des théories qu'on trouve chez les universitaires, chez Christian Metz ou Umberto Eco, etc. Qui est normatif? Qui est transgresseur? C'est ça la question. Pasolini lui répond, c'est totalement stupide d'attaquer une discipline intellectuelle, la linguistique ou la politique ou la sémiologie, d'être normative. D'abord, quand on parle de cinéma de poésie, on ne fait que décrire les artistes eux-mêmes. N'oublions pas que les plus normatifs, ce sont les artistes eux-mêmes. Alors là, je trouve que Pasolini est très actuel. Très actuel. Les artistes, dit-il, sont bien plus normatifs lorsqu'ils cherchent à imposer des canons esthétiques ou au contraire des interdits, des choses que l'on décréterait, comme Godard le fait, comme obsolètes. Je cite Pasolini. En réalité, le créateur de normes, donc le bureaucrate, c'est lui, Godard. Il ne pouvait éviter que l'invention de nouvelles formes ne fût normative. Et cela, à partir du moment où sa position était celle d'un cinéaste travaillant sur le cinéma. Sur, dans tous les sens du mot sur. Bon, j'arrête un peu là, je vais conclure. Il est évident que, vu d'aujourd'hui, cette question la question n'est pas de savoir qui a raison. La question n'est pas de savoir qui est le bureaucrate et qui est celui qui transgresse. Nous avons, avec Pasolini et Godard, deux pratiques simplement dissemblables de radicalité politico-visuelle. Ils ont coexisté. Ils étaient intempestifs, mais ce n'était pas exactement le même temps pour l'un et pour l'autre. L'une de leurs grandes différences, et sur laquelle il serait intéressant de revenir, c'est la question du peuple. Je n'ai pas le temps de développer ça. Le peuple. Pop, people. Donc, dans ce sens-là, Pasolini dit il n'y a pas de corps pauvre chez Godard. Il n'y a pas de peuple. Et quelqu'un comme Andy Warhol, dont Godard est très très proche, d'une certaine façon, il y a énormément d'aspects pop artistes chez Godard, c'est quelque chose qui prend le mot pop, populaire, popolo, peuple, de façon extrêmement cynique, et qui est incapable de mettre en œuvre les véritables éléments populaires auxquels Pasolini, lui, s'attache presque en tant qu'anthropologue, hein, bien sûr. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand j'ai dit people, vous avez ri. Ça veut dire que vous connaissez sans doute ce sens en français du mot people, qui veut dire que quand je parle des people, en fait, je parle de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni qui vont dans une soirée. Donc, en disant people, je parle de gens dont le peuple est exclu. Voilà, c'est les métamorphoses de ces mots. Et alors peut-être que dans la critique que Pasolini adresse à Andy Warhol, il y a un peu de ça, sur le mot pop. Alors que Pasolini, lui, dit « Ce que je veux, c'est réaliser la théorie dans les rues, sur les places, parmi les gens. » Voilà. C'est Totò et c'est Ninetto Davoli qui, dans Uccellaci et Uccellini, en fait, mettent en pratique cette sorte de lumpen réalité. Voilà. En 1975, Pasolini a été assassiné. Depuis 1975, Godard a réalisé à peu près 60 films importants. Et évidemment, sa propre expérience a évolué. Ce que Godard reprochait à Pasolini en 1960, ce que
Pasolini reprochait à Godard en 65, quand il disait Godard ne conçoit pas l'élégie. L'elegia gli è inconcepibile. Cela est complètement, évidemment, ça s'est complètement renversé. Et dans les films plus récents de Godard, Histoire du cinéma, The Old Place, L'origine du XXIe siècle, c'est justement la tonalité élégiaque qui remonte, qui reprend le dessus. C'est si précis que dans L'origine du XXIe siècle, il y a de façon implicite, dans ce petit passage de Godard sur Marilyn Monroe, eh bien, on sent bien sûr la référence au passage consacré par Pasolini dans La Rabbia, ce magnifique lamento de Marilyn Monroe, qui était un petit peu l'acmé élégiaque de ce film. Dans le même film de Godard, L'origine du XXIe siècle, on s'aperçoit qu'il utilise les mêmes stratégies de voix off, des voix off poétiques, qu'il utilise les mêmes documents sur la guerre d'Algérie que dans La Rabbia, qu'il utilise les mêmes chants contre chants, avions bombardiers, population en fuite. Bon, bref, il y a une relation très forte, tout à coup, faite par Godard avec un film, La Rabbia, qu'il avait soigneusement évité de citer pendant 25 ans. C'est comme si le sentiment de l'histoire qui avait été mis en œuvre par Pasolini dans les années 60 rattrapait une position plus récente de Godard, notamment à l'égard de cette question de la persistance du passé dans le présent. C'est une citation de Pasolini, et qui donne au sentiment de l'histoire sa propre tonalité. Voilà donc qu'avec les histoires du cinéma, et donc plus tard, après coup, les deux frères antipodes deviennent des frères réciproques. Toute la partie 3B des histoires du cinéma, à la fin, intitulée Une vague nouvelle, finalement, va se présenter comme un hommage, et c'est unique en son genre, un hommage à Pasolini, dont le visage apparaît avec ces mots en surimpression, une pensée qui forme, alors qu'à la toute fin du film va revenir le motto de Godard par excellence. Donc c'est à la fois pour dire nous sommes les mêmes et nous sommes inverses, une forme qui pense. Voilà, merci. Alors, merci beaucoup pour ta question. Elle oblige à préciser, c'est une question très pertinente, elle oblige à préciser dans la fabrication même des films. Alors, bien sûr, tous les films italiens, particulièrement à cette époque, il n'y a pas de prise directe du son, donc c'est très connu que c'est surtout chez Fellini où il peut arriver que les gens disent un, due, tre, quattro, et en fait, bon, d'accord, ça tout à fait. Ce qui veut dire que laisser parler, ça ne veut pas dire laisser improviser. Ça ne veut pas dire improviser. Alors, je précise ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que le travail préparatoire, en particulier de Accattone, ça a été un travail double pour Pasolini, qui était bien évidemment un travail d'écriture. C'était quelqu'un qui écrivait. Et heureusement, on a les scénarios écrits par Pasolini. C'est magnifique. Moi, pour La Rabbia, j'ai pu comparer le film avec ce qu'il avait écrit. C'est très, très intéressant. Et donc, les repérages de Accattone se sont faits, dont Pasolini dit que c'est les plus beaux moments de sa vie. Il dit ça. C'est le plus beau moment de ma vie, c'est les repérages de Accattone et dans les banlieues de Rome. Alors, il fait beaucoup de photos et il fait faire des photos magnifiques. Et il est accompagné par Sergio Citti, je crois, c'est le frère de Franco Citti, son acteur, qui est pour lui une sorte de dictionnaire vivant de la langue des banlieues de Rome, une langue que lui, Pasolini, ne connaît pas encore. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il, ce n'est
pas qu'il laisse parler au sens où vas-y, dis ce que tu veux, et puis je vais t'enregistrer. Encore qu'il y a toute la I Comizi d'Amore, qui est un film crucial pour moi sur la question du langage, hein, mais bon, où Pasolini a un micro et où il interroge les gens avec un agra ou un enregistreur. Voilà. C'est l'idée qu'il va être à l'écoute de cette langue et quitte à la réécrire, bien sûr, quitte à la composer. Mais bien sûr, quand il filme Ninetto ou même Anna Magnani, il les filme pour retrouver cet état, même s'il doit composer quelque chose pour cela. Il y a un texte extraordinaire de Pasolini, qui est une description d'Anna Magnani dans une fête mondaine. Donc Anna Magnani était quand même une actrice très célèbre, donc elle est dans une fête mondaine, elle a une très jolie robe, elle boit du champagne, etc. Et à un moment donné, elle dit à tout le monde « Je vais faire pipi ». Et là, il décrit Anna Magnani, il la décrit et il dit, voilà, cette femme, elle a une robe très à la mode, elle boit du champagne, elle est... En fait, cette femme, elle a en elle sa propre grand-mère. Elle est sa grand-mère. Je vois sa grand-mère à travers son snobisme, son champagne, son actualité. Voilà. C'est ça qu'il cherche. Donc, tu as raison, ce n'est pas quelque chose qu'on le trouve à l'état de nature, peut-être. Il faut le retrouver. C'est pour ça qu'il faut Citti, à côté Sergio Citti, pour retrouver ces mots et que ces mots soient prononcés dans le studio de son après coup. Mais voilà, tu m'as permis de... Voilà, quand je dis retrouver, je ne dis pas que c'est juste du micro-trottoir. Encore que les comizi d'amore sont vraiment quelque chose de passionnant sur l'état de la langue italienne dans les années 60, hein, dans les différentes couches sociales. Ça va comme réponse? Alors, le raisonnement de Godard dans cette séquence des histoires du cinéma, d'abord a été extrêmement contesté, très violemment attaqué. Moi, je le trouve très pertinent. J'ai essayé de l'analyser un peu. Ce qu'il veut dire, Godard, à ce moment-là, donc c'est Elizabeth Taylor, elle est en maillot de bain, et elle sort de l'eau, si je me souviens bien, et puis elle prend, c'est Montgomery Clift, hein, dans son giron. C'est une scène d'amour. Il y a le mot soleil dans le titre du film. J'ai oublié comment il s'appelle ce film. Il y a le mot soleil. Donc, il y a le soleil, il y a la mer, il y a le maillot de bain, il y a tout ça. Et lui, Godard, il montre ça juste après avoir montré des images des camps, des images de cadavres dans les camps de concentration en couleur. Et son raisonnement, en fait, n'est pas à ce moment-là, hein, pour parler d'une survivance des gestes. Son raisonnement est extrêmement simple, mais d'une efficacité terrible. Il dit juste, c'est le même cinéaste qui a fait ces deux images. Donc, quand il filme Elizabeth Taylor après la guerre, ce type, il a encore dans la tête les cadavres et l'espèce de... Les cadavres, ils ont aussi des gestes. C'est cette façon d'avoir filmé ces corps abandonnés et morts. Et cet homme, quelques mois après seulement, il filme Elizabeth Taylor, le plus beau corps du monde, tata, tout ce que tu veux. Voilà. Et Godard fait une réflexion sur le cinéaste. Il ne dit pas que Elizabeth Taylor reprend des gestes, et alors c'est très émouvant. Moi, je trouve que c'est magnifique. Il n'y a pas de souci avec ça.
Maintenant, là, il ne parle pas de la survivance. Godard, à ce moment-là, ne parle pas de la survivance. Tandis que Pasolini ne parle que de ça. Voilà. Notamment, lorsque pour Pasolini, il est clair que Ninetto, c'est la ninfa de Warburg. C'est clair que pour lui, Ninetto, c'est un jeune dieu antique qui passe, qui surgit. Voilà. Mais justement, je voulais, peut-être je ne suis pas très bien expliqué. C'est pas une question de survivance, mais exactement de annulation, c'est-à-dire un geste, il cache un autre geste. On peut l'histoire de la catastrophe dont vous parlez dans le Grisou. Oui. Je vois mieux ce que vous voulez dire, un geste. Mais le cinéma tel que Godard l'entend, et alors là, nous sommes pleinement d'accord, hein, le cinéma fait lever ce qu'un geste peut cacher. Voilà, le montage, il est aussi fait pour ça. Il a une valeur d'anamnèse ou d'interprétation, d'analyse. Donc là, oui, tout à fait d'accord. Et dans le cas camp de concentration, Elizabeth Taylor, le lien est tellement fort de dire mais c'est le même homme qui avait l'œil derrière la caméra. Et là, on n'a rien à dire, c'est imparable. Ouais. Alors, en fait, il vaut mieux poser la question à Antonio. Je pense qu'il est beaucoup plus compétent que moi parce que je ne connais pas assez bien Oliveira et en particulier ses prises de position, ses textes pour juger de ça. Mais vous savez, bon, je vais faire une réponse très générale et puis peut-être toi, tu as des éléments. Il y a comme ça des gens qui ne s'aiment pas beaucoup. Brecht n'aimait pas du tout Thomas Mann. Mais rien ne nous empêche aujourd'hui de... Je parle de cinéma. Oui, mais de lire Thomas Mann avec Brecht. Ou bien Pasolini a eu des conflits, par exemple aussi Glauber Rocha, il est arrivé d'être très dur avec Pasolini. Mais aujourd'hui, on regarde ça ensemble et moi, je propose de regarder Godard avec Pasolini. Alors, pour ce qui est de Manuel de Oliveira et Pasolini, peut-être tu as des éléments à... Ça a peut-être à voir avec la façon dont chacun pousse la frontière et éventuellement transgresse. Il est bien évident qu'il y a un certain style de transgression chez Pasolini qui est explosif et que Oliveira, il n'est pas du tout comme ça, ce qui ne l'empêche pas d'être transgressif complètement, par des moyens beaucoup plus, je ne sais pas comment les dire, doux, allégoriques, je ne sais pas comment les dire, mais en effet, Pasolini, lui, ça crie tout de suite. Hein, voilà. Mais chez Oliveira, non, c'est... Alors, ce que vous venez de dire, je suis totalement d'accord. Ce que vous avez dit précédemment me semble devoir être encore compliqué, complexifié, parce que l'idée que Godard est quelqu'un qui fait le pari que tout va se passer seulement dans le cinéma, c'est plus compliqué que ça. Il est frappant que, par exemple, quand j'ai 1000 exemples que je pourrais vous donner, mais vraiment beaucoup. On veut l'interroger sur son art du cinéma. Il répond oh, moi, vous savez, je suis un pur littéraire. On veut lui faire des choses sur ses films. Il dit mais non, mais moi j'aimerais que vous parliez de mes films comme de livres. Vous savez, il aime beaucoup dire, on parle de vieux films. Hein, Intolérance de Griffith, c'est un vieux film. On ne parle jamais de vieux livres. Hein, La République de Platon, c'est pas un vieux livre, c'est un livre, c'est tout. Et il a la nostalgie de ça. Et Godard est quelqu'un qui a une gigantesque nostalgie. Enfin, il va vers l'écriture constamment. Ce n'est pas du tout un hasard si pratiquement tous ses films maintenant, il en fait des livres.
et qu'il est peut-être encore plus content de l'édition Gallimard avec la couverture rouge qui ressemble au roman de Malraux. Il est peut-être plus content de ça que de l'édition DVD de ces films. Alors, lorsque vous avez dit Godard aussi, là aussi je m'excuse, je complique votre question, hein, sans y apporter de réponse définitive. Vous dites que Pasolini se sent le fruit de toute une histoire, mais Godard aussi. Et Godard le dit. Et alors, pour ajouter peut-être à ce qu'on disait à l'instant, de quelle façon je transgresse? Quel est mon style de transgression? On pourrait dire aussi, quel est mon style d'ambivalence ou d'ambiguïté? Il est clair que Godard se situe constamment dans une histoire qui est vraiment... ça revient tout le temps chez lui. C'est quelque chose qui est lié à son enfance. Donc il parle, au fond, il parle beaucoup de son enfance. C'est-à-dire, il parle de la Seconde Guerre mondiale. Et notamment, il y a, même dans les histoires du cinéma, il y a cette fameuse photo de l'enfant juif de Varsovie, du ghetto de Varsovie, voilà, il le monte avec la seule photo de son enfance à lui dans l'histoire du cinéma, et qui est il traite les deux photos de la même façon graphique, hein, en accentuant les contrastes au maximum. Donc voilà. Donc il y a une sorte d'identification à une certaine époque. Godard est littéralement obsédé par la Seconde Guerre mondiale. Hein, et là, il a une position complètement très très compliquée à comprendre. Et il parle de sa famille comme d'une famille de collaborateurs antisémites, etc. Ce qui est historiquement exagéré, c'est-à-dire il charge sa propre famille. Et d'autre part, il dit qu'il est un résistant. Et puis, juste après avoir dit « je suis un résistant », il dit « mais je suis comme Hardy ou très peur ». Donc, vous allez voir qui est Hardy, qui a très peur. Ce sont des gens qui ont été... Hardy est un résistant, un grand résistant, qu'on soupçonne avoir trahi Jean Moulin, d'avoir vendu Jean Moulin à Klaus Barbie. Trépère est un résistant qu'on soupçonne avoir été un agent double de la Gestapo. Bon, donc, Godard est un agent double. Il a le fantasme de l'agent double. Il a quelque chose avec une sorte d'ambiguïté. Et Pasolini, il traite aussi l'ambiguïté, l'histoire de son frère, le lien au fascisme, son père, l'ambiguïté de tout l'argument de Salo, qui est donc ce rapport fascisme, communisme, etc. Ils ont chacun un rapport à l'ambiguïté historique, tout aussi bouleversant des deux côtés, hein, mais différent. Donc ça complique l'histoire. Ça veut dire que JLG ne s'en sort pas seulement avec le cinéma. Sinon, il n'y aurait pas ce rapport à Malraux, à Valéry, à tout ça. Non, vous n'êtes pas d'accord? Mais à part ça, c'est vrai que par rapport à ce que vous avez dit au début, il est clair que Godard, il attend tout du cinéma. Enfin, il se situe, alors que Pasolini, Pasolini, il écrivait, peut-être il passait plus de temps à écrire qu'à faire des films, hein, ça c'est clair. Alors, je vais ajouter de l'eau à votre moulin, comme on dit en français, c'est-à-dire que une chose qui m'avait frappé chez Godard, je ne sais plus dans quel dialogue, peut-être c'était avec Marguerite Duras, c'est qu'il dit que quand j'étais jeune, en fait, je vivais dans la terreur. Alors, quelle terreur? La terreur de la littérature. Et il y a ce livre de Jean Paulhan qui s'appelle « La terreur dans les lettres ». Mais il vivait dans la terreur, ça veut dire, moi, Godard, j'ai 20 ans, ou je sais pas, qu'est-ce que je vais faire? Et il le dit très précisément, hein, que faire après Joyce et Rilke? Donc, il se dit, et dans ce même interview, il dit, à ce moment-là, j'ai découvert la cinémathèque. Oh, qu'est-ce que c'était bien! On pouvait voir des films et on était débarrassé de cette terreur de la littérature.
C'est drôlement intéressant, hein, parce qu'il avait la littérature comme une sorte de surmoi, ou de, vous voyez. Et là, c'est vrai que toute sa vie durant, il a très très bien, il n'a jamais lâché la littérature, mais il a évité cette terreur. Et en effet, au prix de terroriser les autres. En fait, je me suis... Il y a d'ailleurs il y a deux expressions. Il y a deux expressions. Il y a une expression de Serge Danet sur le terroricien, ou je ne sais plus. Il met en même temps le mot théoricien et terreur. Et Jacques Aumont, lui, il dit le théoricien. Voilà. Mais il est clair qu'une des raisons pour lesquelles je travaille sur Godard, c'est que je me pose des questions sur le type d'autorité qu'un artiste développe. Qu'est-ce que c'est l'autorité de l'artiste? La souveraineté de l'artiste, c'est une chose. Que l'artiste soit libre, tant mieux, tant mieux. Aujourd'hui, un artiste, je ne sais pas si vous faites ici, dans ce musée, une exposition de Gerhard Richter, vous faites venir Gerhard Richter, il va dire « je veux ce tableau à droite et cet autre à gauche », et le curator, il va dire « oui, d'accord ». Parce que l'artiste a une autorité. Mais que faire de cette autorité? Quel est le genre de cette autorité? Ça, c'est quelque chose je me pose cette question. Oui. Donc, il y a quelque chose chez Godard, dans son usage de l'autorité, qui me pose problème. Voilà. Et, la terreur de la littérature chez Godard, c'est aussi la terreur de la tradition familiale, de cet encadrement bourgeois. Donc, ça passe aussi, je crois. Oui, mais en même temps... Et donc, le cinéma, c'est une réponse à ça. Et en même temps une imitation de ça, puisque un auteur terrorisant par excellence, mais je vais peut-être vous choquer, mais c'est... Bon, Malraux, je laisse de côté, mais c'est Paul Valéry. Je choisis précisément Paul Valéry, puisqu'il était lié familialement à Godard, à la famille de Godard, et qu'il y a cet épisode très fameux où Godard vole à sa propre famille un manuscrit ou je ne sais plus quoi de Paul Valéry qui vaut très très cher, et il le vend et il se produit un film avec ça. Donc il y a ce côté, ce que tu dis là à l'instant, mais en même temps une forme qui pense. Mais c'est du pur Paul Valéry, quoi. C'est très intimidant. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'on peut répondre à ça. Ça ressemble à un aphorisme de Paul Valéry. Or, moi, j'ai un problème, mais c'est un problème. C'est mon problème aussi, peut-être. Je ne sais pas. Puisque personnellement, je travaille aussi entre des frontières qui sont celles du pur travail de recherche universitaire ou, vous savez, modeste, et puis un désir d'écrire. Donc, vous êtes entre deux. Mais comment gérer la double autorité? Si je dis que je suis écrivain, je peux dire n'importe quoi. Vous ne pourrez pas me contester. Je vous répondrai, mais je suis poète. Je n'ai pas besoin de discuter avec vous. Et vous comprenez? Et c'est ce que fait Godard. Godard, à un moment donné, il dit oui, je lis un peu en ce moment Hegel. Oui, je suis assez d'accord avec lui. C'est la raison pour laquelle le cinéma est la seule forme possible d'histoire. Donc, si vous discutez philosophiquement, le c'est pourquoi ne marche pas, mais il peut le dire parce que c'est un grand artiste. Donc, cette double légitimation qui est absolument une stratégie que vous trouvez chez Paul Valéry et chez Malraux. Cette double légitimation, moi, me pose un problème. Je suis plutôt lecteur de penseurs allemands comme Walter Benjamin, qui ont eux aussi ce double aspect conceptuel et littéraire, mais avec une totale modestie. Je n'ai jamais trouvé chez Benjamin une façon d'utiliser son autorité d'écrivain pour justifier une idée
ou inversement son autorité philosophique pour dire, vous voyez comme j'écris bien. Je n'ai jamais vu ça chez Benjamin, mais je vois ça chez pas mal d'auteurs français. Je me demande pourquoi. Mais questões? Je peux ajouter quelque chose sur ce point. C'est peut-être la conséquence de toute une histoire qui est extrêmement positive par ailleurs, que la France a une tradition, si vous voulez, d'écrivains essayistes, c'est-à-dire les plus belles choses écrites sur la peinture, hein, vous les trouvez chez Diderot, chez Baudelaire, chez Jean Genet, Voilà, donc c'est la magnifique tradition française, c'est cette double nature d'un discours d'essai esthétique, par exemple, et d'une chose poétique, que vous trouvez ça aussi chez les Goncourt, par exemple. C'est magnifique. Quand les Goncourt décrivent un tableau, c'est à tomber par terre, quoi. C'est juste exactement... C'est à la fois beau littérairement et puis c'est pertinent, quoi. Donc, mais c'est l'aspect négatif de cette grande tradition, parce que Godard revendique cette tradition, hein. Il dit, il y a eu Diderot, Baudelaire et François Truffaut. Et il appelle ça la tradition critique française. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et lui-même, bien sûr. Et la question est de savoir voilà, comment cette tradition est magnifique, mais quel genre d'autorité elle suppose. Chez Malraux, pour moi, ça a été une catastrophe. Voilà. Je n'aime pas comment Malraux a fait avec ça. Évidemment, Baudelaire n'a jamais eu ce problème, il n'a jamais eu de pouvoir. Donc, voilà. Complètement. Mais c'est une question... Enfin, c'est impossible de répondre généralement à cette question. Mais cette question est fondamentale. Je pense que aussi cette question, elle est fondamentale au cinéma. Mais elle est dans l'écriture, bien sûr. Je peux poser la question autrement. Est-ce qu'il y a un souci, un horizon politique dans ce rapprochement entre Godard et Pasolini? Oui, il s'agit exactement, pour moi, avec des exemples précis, de poser la question du rapport poétique-politique, que moi je trouve par ailleurs, même dans la production de jeunes cinéastes aujourd'hui, que je peux voir. Donc c'est quelque chose qui est très très important pour moi, qui aussi a une tradition, puisque si j'ai fait référence à Schlegel et à toute cette tradition romantique, il ne faut pas oublier que ces romantiques-là, ils vivaient aussi dans l'exaltation de la Révolution française. Donc les lettres sur la liberté esthétique de l'homme, c'est quelque chose qui pose poétiquement un problème politique ou politiquement un problème poétique. Aujourd'hui, qu'en est-il? Ben voilà, il faut reposer cette question. Au moment où tu me posais la question, donc je me disais, mais comment je vais faire? Je ne vais pas pouvoir répondre. J'ai écrit le nom d'un poète que j'aime beaucoup, qui est un poète américain qui s'appelle Charles Reznikoff, qui est un poète dit objectiviste. C'est absolument, pour moi, bouleversant, magnifique. Et il a écrit un très très long poème, c'est un livre énorme, qui s'appelle Témoignage, je crois. Et c'est juste une façon de phraser des documents qui sont en fait des dépositions d'accusés ou de victimes ou de témoins dans des procès aux États-Unis depuis le 19e siècle. Et c'est absolument sublime. C'est vraiment juste des documents, ils sont phrasés poétiquement, c'est-à-dire qu'ils sont juste interrompus. Et on est à la fois dans une matière poétique et directement dans une matière historique, mais très très concrète, puisque dans les procès, vous savez, on parle des choses les plus concrètes.
Et ça, c'est pour moi un très grand exemple. Mais je pense que le cinéma est capable, bien sûr, de cette double... voilà. Oui. Juste pour ce que vous venez de dire à la fin, c'est une très belle question, hein, je vous remercie. J'ai lu récemment un texte de Léon Moussinac qui a vu donc pour la première fois le Potemkin d'Eisenstein, et ce qui frappe Moussinac, c'est le contraste entre ces images de violence et le silence absolu dans la salle. C'est-à-dire qu'à l'époque, ce n'était pas sonore, enfin, il n'y avait pas de musique même. Donc, alors, maintenant, je réponds à votre question, mais bon, tu me coupes, hein, parce que je pourrais répondre très longuement. C'est une très, très belle question. Une conférence ou une parole sur la visualité, c'est fatalement un dispositif audiovisuel, fatalement. Donc là, j'ai utilisé le dispositif le plus canonique de l'histoire de l'art depuis Wölfflin, hein, comme vous le savez. C'est Wölfflin qui a introduit la double projection de diapositives avec quelquefois la même diapositive inversée pour créer toute la pensée de Wölfflin. C'était une pensée de polarité. Renaissance baroque, linéaire, picturale, etc. Donc, il avait toujours 2 diapositives et ça a été repris par tous les historiens de l'art et pratiquement toujours aujourd'hui, on fait comme ça, comme ce que je viens de faire là. Moi, je l'ai fait plutôt pour mettre en scène le dialogue, le débat, la polémique entre Pasolini et Godard. Mais il m'arrive très souvent, et même encore plus souvent, de montrer uniquement une image. Je peux vous donner des exemples, hein. Ben là, je fais comme ça. Un seul. Un seul. Ou bien, il m'est arrivé de faire pour une conférence, de faire un film, c'est-à-dire de projeter un film que j'ai fait moi. J'avais fait une conférence au Louvre sur la sculpture en cire et j'ai projeté une sculpture en cire du musée Grévin qui fondait petit à petit pendant ma parole. Voilà. Et puis, j'ai d'autres stratégies. Parce que mon modèle, c'est évidemment Aby Warburg. Et Aby Warburg, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas utilisé la projection. Il a utilisé l'espace de la lumière naturelle. Hein. La projection, vous faites le noir et vous avez un projecteur. Tandis que lui, il a fait... J'ai pas besoin peut-être de vous montrer les planches de l'Atlas Mnemosyne, c'est très connu. Le fond est noir et au lieu de comparer 2 images, il en compare 20. Donc moi, il m'est arrivé, je ne sais pas si je vais le trouver. Voilà, de faire ça par exemple. Et ça, c'est une planche d'Atlas avec 23 films. Voilà, c'est une hypothèse. À chaque fois que vous faites un discours, en fait, vous avez une hypothèse visuelle qui va avec. Et moi, évidemment, tout ça, c'est fondamental pour moi. Donc votre question me touche beaucoup, parce que même quand on fait un livre, par exemple, un livre d'histoire de l'art, vous comprenez presque tout de suite, quand vous avez l'habitude, qu'est-ce que ça va être à peu près l'argument de l'historien de l'art. Il suffit de regarder comment il organise son illustration. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Georges Duberman.